Bonjour, chronique BD aujourd'hui, manga qui porte bizarrement sur l'histoire de France, puisque je vais vous parler des volumes 2 et 3 de Innocent de Shinichi Sakamoto. Donc ces volumes 2 et 3 d'une BD qui s'intitule en japonais Innocent, c'est traduit du japonais et adapté par Sylvain Cholet, publié aux éditions Delcourt dans la collection Manga Seinen. Les épisodes ont été publiés au Japon en 2013 et ces deux volumes français sont parus en 2015 et chacun fait 224 pages. Retour à Innocent, manga historique avec vraiment plein de guillemets de Sakamoto Shinichi avec les volumes 2 et 3. Et décidément j'ai un peu de mal. Et ceci alors même que le sujet est vraiment très très bon. La destinée de Charles-Henri Sanson, le plus fameux représentant de la plus fameuse des dynasties de bourreaux françaises, à l'époque charnière qui voit le siècle des Lumières basculer dans la Révolution puis la Terreur. Maintenant, le réalisme historique n'est clairement pas de mise ici, ni au plan du graphisme, où l'auteur et sa flopée d'assistants en font des caisses côté magnificence, luxe, érotisme et notamment homo-érotisme, coiffure L'Oréal qui vole au vent parce qu'elles le valent bien, badasserie, baroque romantique et symbolisto-expressionnisme appuyé, ni bien sûr au plan du scénario, au regard duquel la très élégante formule pré-MeToo attribuée à Alexandre Dumas, que vous savez, est bien à quelque chose d'un brin timoré. Résumant à gros traits l'histoire de ces deux volumes, nous avions laissé Charles-Henri Sanson, le pauvre, en train de se livrer à sa première exécution publique, celle tant qu'à faire de son fol amour Jean de Chartois. Et la dernière case laissait comprendre qu'il avait merdé. Oui, c'est peu dire, son premier coup n'a pas tué sa victime, et il faut recommencer. Et c'est de pire en pire, au point où la foule hypocrite comme cela a pu se produire, remise sans trop de façon sa soif de sang de côté, pour dénoncer vertueusement la boucherie à laquelle elle assiste. L'émeute gronde et la réputation de Charles-Henri en est aussitôt entachée. Jusque dans sa famille, dont certains membres, le paternel à demi-mort inclus, tendent décidément à croire que le rejeton récalcitrant et timide est un raté dans la dynastie. La grand-mère de Charles-Henri, seule, s'attache encore à faire de lui le futur bourreau Samson. Certainement pas en raison de son bon cœur, elle est l'antithèse du bon cœur, mais parce que c'est comme ça, ce qui a toujours été la plus mauvaise des raisons. Et Charles-Henri est bien conscient de n'être qu'un outil entre les mains bien trop propres de l'inquiétante et perverse dame. Les mâles n'ont en effet pas l'apanage des fantasmes sanguinolents, ce que démontre de plus en plus ici le portrait de la jeune sœur de Charles-Henri, Marie-Joseph, créature séduite par la voix du bourreau, que son sexe lui prohibe, mais qui a quelque chose d'un peu punk en même temps. Sauf erreur, elle est l'héroïne du spin-off titré Innocent Rouge. Mais revenons à notre timide Charles-Henri qui, bien trop brusquement à mon goût, se ressaisit et assume enfin sa destinée. Et cela tient sans doute au moins pour partie, on nous le laisse entendre assez explicitement, à une sorte de trauma sexuel inextricablement lié à la tâche salissante du bourreau. Mais il y a aussi de l'idéal chez Charles-Henri qui accepte enfin sa mission, mais l'accompagnera en même temps, sinon d'un militantisme ouvert, mais pourquoi pas, le Charles-Henri Sanson historique a bien pesé dans l'adoption de la guillotine ultérieurement, sinon d'un militantisme ouvert, donc du moins des vœux les plus généreux pour qu'un jour, enfin, on cesse de tuer au nom de la justice, et s'il peut jouer un rôle à cet égard, il ne reculera pas. D'ici là, il fera en sorte d'épargner les souffrances à ses victimes désignées, ce qui n'est pas gagné, comme on le verra dès ces deux volumes. Il faut sans doute y associer un versant parallèle des activités des Samsons, qui est la pratique de la médecine. Un bon bourreau doit parfaitement maîtriser l'anatomie humaine, et plus encore, aussi les Samsons dissectent-ils en famille des cadavres au cours de leur formation perpétuelle, ce que l'estomac fragile de Charles-Henri tolère forcément mal, initialement du moins. Mais cela va au-delà et les Samsons occasionnellement donnent des consultations gratuites. C'est ce qui amène Charles-Henri à s'occuper d'un enfant très mal en point qui a le bon goût d'être le fils d'un jeune homme assez sexy, dans un registre un peu plus viril, mais pas trop non plus, que de coutume dans cette BD qui prise autrement l'androgynie. Et ce jeune homme assez sexy n'est pas n'importe qui, il s'agit ni plus ni moins, la vérole oubliée en route, de Robert-François Damien. Oui, le régicide de Louis XV, que Charles-Henri aura la rude tâche de supplicier, dans les conditions que l'on sait, et qui ont fourni de belles pages assurément dégoulinantes à Michel Foucault en ouverture de son Surveiller et punir. Ce lien préalable entre les deux personnages est bien sûr totalement fantaisiste, au moins autant que l'allure du régicide, sans même parler de sa motivation. Pré-révolutionnaire dans le manga, même si cela témoigne avant tout d'une méconnaissance fréquente de ce que serait la révolution ultérieurement. Or, historiquement, j'ai l'impression que les raisons au geste de Damien demeurent encore un peu floues si nous savons tout de même que le personnage gravitait autour de l'opposition parlementaire, ce qui a pu être décisif.
Et là, souvenir, bah, j'en avais causé sur ce blog en fait, il y a longtemps de cela. C'était une autre époque. Bon, les curieux pourront suivre le lien dans mon article. Reste que le troisième tome d'Innocent est presque intégralement consacré aux tortures subies par Damien avant son exécution. Le tortionnaire, appelé ici Soubise, créature certes sadique, arbore un étrange tatouage en forme d'étoile et des costumes guère appropriés à sa salissante tâche, qui en font plus une icône glam qu'autre chose, un échappé de Kiss éventuellement. Et là, c'était vraiment too much pour moi, bien plus que la violence ahurissante des tortures infligées. Donc, les tortures subies par Damien avant son exécution, puis les premiers moments de son interminable supplice. Il reste encore beaucoup de marge à la fin du bouquin. Un supplice donc particulièrement atroce et atrocement mené par l'oncle de Charles-Henri, Nicolas Gabriel, exécuteur des hautes œuvres de Reims, désireux de faire de la chose un spectacle tellement inouï dans sa brutalité et son horreur qu'il lui permettrait d'hériter de la charge de son aîné. Bon, je ne suis pas très convaincu. Hein. Le premier tome m'avait laissé un peu perplexe, mais quand même curieux de lire la suite, de voir ce que ça pourrait donner. Notamment parce que j'aimais bien le dessin très photoréaliste, hors personnage dont la dégaine baroque me parlait beaucoup moins, parce que le jeu expressionniste de l'ultime chapitre m'avait pris par surprise et emballé, et ben parce que j'étais curieux de voir comment Sakamoto Shinichi gérerait l'histoire de France, même passablement malmenée au fil de sa BD, et tout particulièrement en ce qui concerne la Révolution française, une période pour laquelle j'avais été pris de passion, là encore, dans une autre vie. Or, sous ces trois aspects, la lecture de ces deux volumes m'a beaucoup moins emballé. Le dessin reste très bon dans son genre, mais le découpage de Sakamoto Shinichi m'a un peu agacé, notamment dans ses planches muettes très récurrentes où il s'attache avant toute chose à représenter des personnages mi-romantiques, mi-sadiens qui tirent toujours invraisemblablement la langue pour exprimer leur douleur interne. Mhm. Et globalement, le reste, les bâtiments, les costumes, les meubles, ce genre de choses, m'a tout de même bien moins emballé que dans le premier volume, qui avait eu au moins le mérite de me surprendre. La dimension symboliste au truc du dessin et du coup de la narration m'a moins convaincu, là encore. L'ultime scène du tome 1 était vraiment brillante à cet égard, avec Charles-Henri qui s'était construit un monde fantasmatique de pantin pour trouver dans l'indifférence la force d'accomplir son sinistre office, une illusion qui cependant donnait beaucoup à penser aussi bien au lecteur qu'au personnage. Mais dans les deux volumes suivants, si des procédés du même ordre sont récurrents, l'effet est tout autre, la symbolique plus lourde qu'autre chose, et hélas trop souvent creuse, avec en même temps quelque chose de systématiquement excessif qui empêche de prendre tout cela vraiment au sérieux. C'était peut-être l'objectif en même temps, chose qui s'appliquera tout autant et comme de juste au traitement d'histoire de France, mais décidément j'ai trouvé ça lourd et c'est tout. Et le traitement de l'histoire donc, je m'attendais à de la caricature, hein. La BD ne fait pas mystère, dès ses toutes premières pages qu'elle est forcément au programme, que ça fait partie du truc. Conseiller chargé des vérifications historiques ou pas. Reste que ça m'a plutôt déplu ici à force d'excès, et que visiblement la révolution est encore loin par ailleurs. C'est que Sakamoto Shinichi prolonge les scènes ignobles datant du règne de Louis XV, tout particulièrement celles associées à la torture et au supplice de Damien, forcément, le tome 3 entier n'y suffisant pas, et ce jusqu'au point de la complaisance, chose qui ne me gêne pas dans l'absolu, merde, j'ai beaucoup lu Sade, hein. Il y a d'ailleurs clairement du Sade dans tout ça, et c'est indéniablement pertinent. Mais justement, d'une certaine manière, je me suis rendu compte au fil de ma lecture que la seule chose qui me tenait encore, la seule curiosité qui me demeurait, portait sur les atrocités dont Damien serait encore la victime dans le tome 4. Une sensation pas très agréable. Ai-je donc vraiment cette soif, même, rassurez-vous, seulement littéraire de sang et de sévices? Mais c'est surtout parce que je n'en attendais plus rien d'autre à ce stade. Oui, c'est ça le souci. Mon vrai problème, je suppose, émerge en fait de l'association de ces trois aspects et de quelques autres menus détails. Je ne parviens pas à prendre cette histoire au sérieux. Ça n'est pas forcément le seul fait de l'auteur et de ses choix artistiques et narratifs, plus probablement une conséquence de mes attentes générales en tant que lecteur. Mais non, je ne parviens pas à prendre tout ça au sérieux, et au point où les choix de Sakamoto Shinichi, qui se défendent sans doute de bien des manières dans l'absolu, hein, l'androgynie baroque des personnages, le sous-texte permanent associant la charge du bourreau et la sexualité, la manière de tordre l'histoire pour en dériver un autre sous-texte, davantage en forme de message tout du long, etc., ne parviennent guère qu'à renforcer mon impression gradissante et bien de parfaits ridicules. Je suppose que le point clé à cet égard dans ces deux volumes est le personnage improbable de Soubise, avec son mauvais délire glam SM qui m'a illico sorti de la BD. Je ne pense donc pas poursuivre l'expérience à vue de nez. Un brin de curiosité demeure, mais bon,